Je suis responsable du bureau Justice internationale à la FIDH et je rejoins donc la FIDH est une organisation généraliste de défense des droits de l'homme, mais sa spécificité c'est aussi qu'elle accompagne des victimes de crimes internationaux dans des procédures au niveau national ou international. Et aujourd'hui, la FIDH est partie ou soutient des victimes dans une quinzaine de procédures. Parce qu'on considère cet outil comme un outil de dissuasion, de répression et de réparation, d'implication des victimes dans un processus plus large de justice. Alors évidemment, une procédure judiciaire, elle vise d'abord à établir des responsabilités pénales individuelles, à établir la véracité des faits, à reconnaître une victime en tant que telle et à sanctionner des crimes. Mais c'est vrai qu'au-delà, on estime qu'elle peut aussi contribuer à des changements, en tous les cas à attirer l'attention sur une situation d'impunité ou méconnue et de favoriser des changements politiques ou judiciaires. Par exemple, alors, on n'est pas dans les situations de conflit en cours, mais par exemple, c'est vrai que l'arrestation d'Augusto Pinochet à l'origine d'une action des victimes a radicalement modifié l'attitude du pouvoir judiciaire chilien, qui a enfin rendu justice à de très très nombreuses victimes. Et les victimes se sont aussi reconnues un nouveau droit de demander réparation au travers de la création de commissions. Et en décembre, malgré 11 années de longues procédures, se tiendra à Paris le premier procès suite à sa détention à Londres d'Augusto Pinochet pour la disparition de franco-chiliens au Chili. Le 24 septembre, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné en appel l'ancien vice-consul tunisien de Strasbourg, en alourdissant même la peine. Alors, pour nous, c'était aussi important de s'engager dans cette procédure évidemment pour soutenir la victime qui avait reconnu l'ancien vice-consul comme responsable de cette torture, mais aussi pour dénoncer la pratique institutionnalisée de la torture et pour que ce soit aussi une arme au service de l'action des défenseurs tunisiens et de victimes qui aujourd'hui, maintenant, on le sait, se sont libérés pour contacter les défenseurs, pour nous contacter, pour plus raconter ce qui leur arrive. Par rapport à la Cour pénale, la FIDH s'est vraiment engagée par rapport à la Cour pénale. Sur la RCA, par exemple, on a pendant 5 ans travaillé avec le bureau du procureur en alimentant son analyse et en l'incitant à ouvrir l'enquête en RCA et donc à juger prochainement Jean-Pierre Bemba. De même, les victimes congolaises qu'on nous représentons aussi directement devant la Cour, alors ça pose aussi des problèmes aux ONG droits de l'homme qui sont nouvelles, puisque ça pose donc les problèmes de confidentialité dans le sens judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on arrive à dénoncer publiquement et d'autres qu'on fait sans le dénoncer publiquement, et de protection, et évidemment beaucoup des victimes. Alors je pense pas qu'il faille voir la justice évidemment comme une réponse unique, comme une panacée, comme une fin en soi. C'est une toute petite goutte d'eau dans la lutte contre l'impunité. Mais c'est vrai que c'est aussi, comme le disait Jean-Marie, une satisfaction très importante d'abord pour les victimes, puisque ce sont elles qui demandent, et puis qui peut par ricochet avoir une certaine influence, pas toujours, mais à long terme, politique et judiciaire. Alors justement, dans les réactions politiques, on a vu aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que lorsque le procureur de la Cour pénale internationale a émis son mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar el-Béchir au Soudan, il y a eu une réaction politique là de la part du Soudan. Donc est-ce que c'est pas dangereux aussi, c'est-à-dire quelle est la limite pour engager ces poursuites, puisque de toute façon il y a des implications politiques? C'est toute la question, notamment pour la Cour qui enquête dans les conflits en cours. Maintenant, c'est vrai que nous, au Soudan, on travaille avec des organisations de défense des droits de l'homme soudanaises qui, elles, ont aussi été, enfin on en a peu parlé, mais qui aussi ont été fermées. Leurs dirigeants ont été arrêtés, torturés. Donc nous, ce qu'on a fait à la FIDH, c'est d'abord on les a sortis du Soudan et on les a soutenus parce que c'était aussi les premiers, enfin les défenseurs soudanais étaient en première ligne, mais aussi en première ligne pour demander justice, pour demander à ce que la Cour continue ses enquêtes et ses poursuites. Alors, elles le font maintenant en exil, elles continuent à le faire.
je ne pense pas qu'il y ait une solution idéale. Ça risque d'être à nouveau le cas dans d'autres conflits. C'est la responsabilité de Béchir avant d'être la responsabilité du procureur de la Cour pénale, je pense aussi. Et c'est à la communauté internationale de faire pression et de s'afficher publiquement pour pas que ça se répète. Alors sur cette question d'action judiciaire, Jean-Marie Fardot, justement, vous êtes... Il y avait deux, trois remarques, et je reviens encore sur ce débat. Quel est l'intérêt d'utiliser le droit pour faire changer les situations? Quand on voit le niveau de réactivité des gouvernants, Béchir, les Sri Lanka, les Birmans aujourd'hui, en vue de la commission d'enquête qui leur pend au nez, si les recommandations du rapporteur spécial droits de l'homme Birmanie sont prises en compte par l'Assemblée générale ou par le Conseil des droits de l'homme au printemps prochain, et leur nervosité à voir lancer des enquêtes, voire des mandats d'arrêt contre eux pour les faits de violation du DIH ou des droits humains qu'ils ont pu perpétrer, je me dis, vu leur niveau de réactivité, c'est que donc on a touché au point sensible, on a touché au bon endroit, et ils sont extrêmement prudents. Vous n'imaginez pas, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce dossier, le lobbying fait par les Sri Lankais pour éviter la simple nomination d'un panel de 3 experts qui vont simplement conseiller le secrétaire général des Nations Unies sur la manière dont on pourrait enquêter sur les crimes de guerre au Sri Lanka, notamment pendant la dernière année de la guerre. Et rien que pour ça, le combat a été homérique, et il a fallu énormément de pression pour que ce panel soit, le principe en soit accepté, qu'il soit nommé, et il est loin d'avoir commencé son travail à ma connaissance. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un levier très efficace, et je voudrais quand même rappeler ici, sur l'affaire Tchétchénie, les 120 condamnations de la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quand même un fait... qui doivent faire réfléchir, j'imagine, certains dirigeants russes, peut-être pas les dirigeants actuels, mais de futurs dirigeants russes. C'est toujours le problème, c'est passer des générations de dirigeants qui apprennent des leçons du passé, et ils ont été condamnés comme 120 fois. Il y a encore, à ma connaissance, environ 1500 ou 2000 dossiers pendant à la CEDH en matière de plainte pour violation des droits en Tchétchénie pendant la guerre, et avec condamnation à des amendes substantielles de dommages et intérêts en allant jusqu'à 50 000 à 100 000 euros qui ont été versés par la Russie. Ce qui n'a pas été fait par la Russie, c'est d'en tirer les conséquences en matière de justice et d'impunité en Russie. Là, ça n'a malheureusement rien à bouger. Mais en revanche, en termes de reconnaissance des victimes et de ce qu'elles avaient pu subir, c'est la preuve que ces outils-là ont une certaine efficacité. Et je pense aussi, pour verrouiller sur l'affaire soudanaise, mais il y aura peut-être encore du débat dans la salle, l'expulsion de 13 ONG suite au mandat d'arrêt émis par la Cour, c'est bien la responsabilité de Béchir et non pas de la Cour. Il ne faut surtout pas inverser les rôles dans cette histoire-là. Et pour les 200 000 victimes du Darfour, les 2 millions de déplacés, etc., je pense que malheureusement, il a fallu en arriver là. Personne ne se satisfait d'avoir à traduire quelqu'un devant la justice internationale. On aurait préféré qu'il soit traduit devant la justice soudanaise. On aurait préféré qu'il livre d'abord Haroun Ekouchev, parce que c'est pour ça qu'il a été finalement poursuivi. C'est parce qu'il n'avait pas exécuté les mandats précédents. Donc refaisons bien la chronologie des faits avant, effectivement, de faire des raccourcis un peu simplistes. La justice amène l'arrêt d'action humanitaire.